Il existe des paradoxes qui, tels une fine fissure dans un mur monolithique, ébranlent la solidité de tout l'édifice. Toute notre histoire repose sur un fondement de vérité prétendument inébranlable. La grandeur du siècle des Lumières, le génie des architectes du passé et la marche continue du progrès. Nous nous émerveillons devant les somptueux palais d'Europe et de Russie, où l'or éblouit et où l'architecture défie la gravité. L'Ermitage, Versailles, Peterhof, ces noms sont synonymes de pouvoir et d'épanouissement culturel. Mais il suffit d'examiner les détails pour qu'au-delà de la façade dorée apparaisse quelque chose d'absurde, de si illogique que l'esprit refuse de l'accepter. Dans ces chefs-d'œuvre, où chaque ligne de façade et l'acoustique de chaque salle ont été pensées, les architectes ont omis un détail minuscule mais vital. L'histoire officielle, enseignée dans les écoles et racontée lors des visites, nous demande d'accepter une vision du monde pleine de contradictions. On nous dépeint des monarques éclairés et une aristocratie brillante vêtue de soie et de perruques poudrées. Puis, à voix basse, on nous parle des mœurs de l'époque. Les historiens marmonnent avec embarras que la noblesse européenne n'était pas réputée pour sa propreté, qu'elle se soulageait derrière d'épais rideaux dans les couloirs ou dans des pots de chambre portatifs dont le contenu était ensuite simplement jeté par les fenêtres. On nous demande de croire que les plus grands esprits de l'époque, capables de calculer la charge de coupole de plusieurs tonnes, n'ont tout simplement pas pensé à poser un tuyau en céramique pour évacuer les déchets. Mais cet argument s'effondre au premier contact avec la réalité. Il suffit de jeter un œil aux systèmes hydrauliques de ces mêmes complexes palatiaux. Peterhof et Versailles ne sont pas seulement des fontaines, ce sont des hymnes à l'ingénierie, des symphonies d'eau. Des systèmes incroyablement complexes de vases communicants, de réservoirs et d'écluses qui acheminent l'eau sur des dizaines de kilomètres sous une pression immense pour créer une féerie de jets s'élevant vers le ciel. Et tout cela sans une seule pompe électrique, uniquement grâce à la gravité et à des calculs de génie. Les ingénieurs de cette époque possédaient des connaissances en hydraulique qui pourraient déconcerter bien des diplômés modernes d'écoles techniques. Ils maîtrisaient l'élément aquatique avec une précision chirurgicale. C'est là que se pose la question principale, qui fait voler en éclats toute notre vision du monde. Comment une civilisation capable de construire la fontaine Samson, où une colonne d'eau jaillit à 20 mètres de hauteur, a-t-elle pu oublier la plus simple des canalisations ? Si vous pouvez créer une telle merveille d'ingénierie, concevoir une simple pente dans le sol et poser un tuyau vers une fosse septique à l'extérieur du palais est une tâche de niveau maternel. Ce n'est pas juste une bizarrerie, c'est une absurdité technologique. Un tel décalage ne peut être un accident ou une particularité culturelle. C'est l'indication directe que nous avons affaire à un mensonge. Les explications officielles ne sont qu'un paravent maladroit destiné à cacher une vérité dérangeante et nauséabonde. Cette question en apparence anodine, l'absence de toilette, est le fil qui, une fois tiré, peut défaire toute la trame de l'histoire que nous connaissons. Nous entamons une enquête où ce paradoxe deviendra la clé pour percer un mystère global qui change tout. Pour saisir pleinement la profondeur de cette contradiction, il faut s'immerger dans la grandeur du génie de l'ingénierie figé dans les complexes de fontaines de Peterhof et de Versailles. Ce ne sont pas de simples éléments décoratifs du paysage, mais un triomphe de la science hydraulique. La science officielle affirme que le système de fontaines de Peterhof, créé au XVIIIe siècle, fonctionne uniquement par la force de la gravité. L'eau des hauteurs de Robcha, située à des dizaines de kilomètres du palais, est recueillie dans un réseau complexe d'étangs et de canaux. De là, elle dévale vers la mer à travers un système de tuyaux en fonte, et la différence d'altitude crée une pression colossale, capable de propulser des colonnes d'eau de plusieurs tonnes à plus de 20 mètres de hauteur. Cela ne semble simple et beau qu'en théorie. En pratique, la réalisation d'un tel projet nécessite plus que le simple creusement de fossés par des serfs. Elle exige un calcul mathématique parfait de la pente, précis au millimètre près sur de nombreux kilomètres. La moindre erreur de conception aurait provoqué la stagnation de l'eau ou l'éclatement des tuyaux dans les zones basses. Et c'est là que nous rencontrons le premier artefact qui détonne dans le récit historique général, la qualité des tuyaux eux-mêmes.
Lors de la restauration des anciens systèmes, les ingénieurs trouvent des fragments de tuyaux coulés dans une fonte d'une qualité qui surpasse de nombreux équivalents modernes. Ce sont des canalisations à l'intérieur parfaitement lisses, capables de résister à une pression immense pendant des décennies, avec des joints dont la précision et la fiabilité rivalisent avec les technologies de brides modernes. La question se pose, comment une civilisation qui, selon les historiens, ne pouvait pas organiser la production en série de toilettes en faïence et de canalisation d'égouts pour le palais impérial, était-elle capable de couler des kilomètres de tuyaux aussi résistants et complexes à fabriquer? C'est comme trouver le moteur d'un avion supersonique dans une charrette à cheval. Maintenant, déplaçons-nous des vastes parcs baignés d'une eau pure vers l'intérieur même des palais, dans leurs galeries des glaces et leurs salles de bal. Le tableau que nous brosse l'histoire contraste de manière saisissante avec cette splendeur extérieure. On nous assure que dans ces murs, où se décidaient les destins des empires, régnait une puanteur étouffante. L'air était imprégné du lourd parfum des essences, qui, prétend-on, n'ont pas été inventés pour la séduction, mais pour masquer l'odeur nauséabonde des corps non lavés et des excréments humains qui s'étaient imprégnés dans les tentures de velours et les tapisseries coûteuses. Rois, impératrices, ducs et dames de la cour, vêtus de soie et de dentelle, étaient contraints d'utiliser des pots de chambre ou de trouver un coin discret derrière un rideau. Cela est présenté comme la norme de l'époque, comme une sorte de particularité culturelle. Mais c'est là que réside le principal oxymore technologique qui brise toute la logique du développement historique. Il est impossible d'imaginer une société possédant les connaissances nécessaires pour maîtriser l'élément aquatique avec une telle précision chirurgicale, tout en vivant dans la saleté domestique. Les technologies se développent de manière globale. Si vous avez maîtrisé la métallurgie complexe et l'hydraulique pour créer des fontaines, la création d'un assainissement primitif devient pour vous une tâche secondaire et élémentaire. Ce n'est pas simplement une erreur de conception ou un malentendu culturel, c'est la preuve que les fontaines et les palais sont des systèmes de niveaux technologiques différents qui n'ont pas pu être créés par les mêmes personnes à la même époque. Une civilisation qui a créé le moteur de Ferrari des systèmes de fontaines n'a pour une raison quelconque pas pris la peine de l'installer dans la charrette du confort domestique, continuant à utiliser des chevaux sous forme de pots de chambre. Un tel état de fait contredit tout bon sens et toute logique de progrès technologique. Cela nous amène à une hypothèse choquante, mais la seule qui soit logique. Et si ceux qui utilisaient cette charrette ne savaient tout simplement pas comment démarrer et utiliser le moteur complexe? Et si le magnifique système hydraulique était une machine autonome et perpétuelle, dont les nouveaux maîtres des palais ont hérité toute prête? Ils pouvaient admirer son fonctionnement, démontrer sa puissance comme symbole de leur pouvoir, mais ils n'avaient ni les connaissances ni la technologie pour intervenir dans sa conception, pour détourner ne serait-ce qu'une infime partie de ce flux colossal d'eau pour des besoins hygiéniques de base. Et si les habitants des palais et leurs constructeurs originels étaient des civilisations entièrement différentes? Cette hypothèse, qui semble fantastique à première vue, acquiert une logique effrayante dès que nous cessons de considérer les palais comme les créations de leurs habitants connus et commençons à les voir comme des objets de haute technologie reçus en héritage. Imaginez un groupe de personnes ayant survécu à un cataclysme et découvrant une ville moderne abandonnée. Ils entrent dans des gratte-ciel, voient des ascenseurs, mais ne comprennent pas leur fonctionnement et utilisent les cabines comme des débarras. Ils voient des systèmes de ventilation complexes, mais ne sachant pas comment les mettre en marche, ils murent les grilles parce qu'il y a des courants d'air. Ils trouvent des salles de bain, mais les systèmes d'alimentation en eau et d'égout sont hors service ou endommagés et ils ne savent pas comment les réparer. En conséquence, ils commencent à se soulager dans les couloirs car c'est la seule chose qui correspond à leur niveau de compréhension actuel. C'est précisément ce scénario d'utilisation primitive et d'appropriation que nous observons dans l'histoire du XVe au XVIIIe siècle. C'est un culte du cargo classique, mais à l'échelle planétaire, où au lieu d'avions en paille, nous avons la colonisation de chefs-d'œuvre en pierre d'une civilisation antérieure bien plus avancée. Les preuves de cette théorie sont tissées dans l'ADN architectural même de ces bâtiments. Commençons par le besoin le plus fondamental sous les latitudes nordiques, le chauffage.
Les immenses salles du Palais d'Hiver ou de Versailles, avec leurs plafonds hauts de 5 à 6 mètres et leurs fenêtres gigantesques qui sont des sources colossales de déperdition de chaleur, ne sont équipées que de petites cheminées, presque décoratives. Quiconque connaît les bases de la physique comprend qu'il est impossible de chauffer un tel hangar avec une petite cheminée dans les conditions d'un hiver rigoureux, quand il fait 30 degrés en dessous de zéro à l'extérieur. Même en y brûlant des forêts entières, toute la chaleur monterait immédiatement au plafond, laissant un espace glacial en bas. L'histoire officielle nous dit que les monarques et les courtisans portaient des manteaux de fourrure à l'intérieur même du palais. Mais pourquoi alors construire une résidence dans un climat nordique avec l'isolation thermique d'un pavillon d'été? Ce n'est pas seulement illogique, c'est suicidaire. À moins, bien sûr, que ces bâtiments n'aient été initialement conçus pour des technologies de contrôle climatique totalement différentes. Il existe des théories selon lesquelles des systèmes complexes de conduits d'air étaient installés dans les murs épais de ces palais, chauffant les pièces de l'intérieur en utilisant une forme d'énergie libre. Les cheminées que nous voyons aujourd'hui sont des ajouts grossiers et maladroits faits par des colons ultérieurs qui n'ont pas compris comment allumer le système principal et ont simplement percé des conduits de cheminée là où il n'y en avait jamais eu, détruisant l'ingénierie originale simplement pour ne pas mourir de froid. Mais les preuves les plus évidentes et les plus troublantes concernent l'échelle. L'architecture de ces palais n'est clairement pas conçue pour une personne de taille moyenne. Des portes gigantesques et massives atteignant 4 à 5 mètres de hauteur, avec des poignées situées au niveau du visage ou même plus haut. Pour ouvrir une telle porte, une personne de taille moyenne doit déployer un effort considérable et se hisser. Les marches des escaliers d'honneur sont souvent disproportionnellement hautes et larges, ce qui les rend difficiles à monter. On ne marche pas, on grimpe littéralement. Les miroirs dans les salles sont suspendus si haut qu'il est impossible de s'y voir sans monter sur une échelle. Tout cela, des proportions générales des salles, où l'on se sent comme un insecte, au moindre détail de la quincaillerie, indique que ces espaces ont été créés pour des êtres de stature bien plus grande. Tous ces détails, l'incapacité à gérer les services les plus simples malgré la présence d'une ingénierie extérieure très complexe, les tentatives grossières de résoudre le problème du chauffage et surtout l'échelle inhumaine des bâtiments se rejoignent pour former une image unique et cohérente. Les palais n'ont pas été construits pour les rois et les empereurs dont nous connaissons les noms dans les manuels. Nous sommes des Lilliputiens installés dans les maisons abandonnées de Gulliver. Nous admirons les stucs, mais nous ne pouvons pas reproduire la composition du mortier qui tient depuis des siècles. Nous regardons les blocs de granit parfaitement ajustés et nous ne pouvons pas expliquer avec quoi ils ont été taillés avec une telle précision. Nous sommes simplement arrivés dans des palais de pierre tout faits, nous les avons nettoyés et nous avons commencé à y vivre, en les adaptant à nos besoins primitifs du mieux que nous pouvions. Mais si c'est le cas, deux questions encore plus effrayantes se posent inévitablement. Où sont passés les anciens et véritables propriétaires de ces palais ? Et pourquoi leurs demeures majestueuses ont-elles été abandonnées et vides, prêtes à accueillir de nouveaux locataires? La réponse à ce mystère ne se trouve peut-être pas dans les cieux ou dans les textes anciens, mais juste sous nos pieds. Les preuves de ce remplacement de civilisation ne se limitent pas à l'intérieur des palais. Elles se trouvent littéralement à la surface, ou plutôt juste en dessous, visibles pour tout observateur impartial. Il suffit de se promener dans une rue du centre historique de n'importe quelle vieille ville du monde, que ce soit Saint-Pétersbourg, Paris, Rome ou Moscou, et de regarder attentivement les fondations des bâtiments anciens. Nous sommes confrontés à une anomalie troublante et généralisée. Les fenêtres des rez-de-chaussée sont à moitié, voire complètement enfoncées dans le sol. Nous voyons la partie supérieure d'un arc de fenêtre qui dépasse de l'asphalte, tandis que l'appui de fenêtre se trouve profondément sous les pieds des passants. On trouve aussi souvent des portes qui mènent maintenant à un mur de terre. C'est une question figée dans la pierre, à laquelle l'histoire officielle donne une réponse des plus décevantes. On nous explique ce phénomène par ce qu'on appelle la couche culturelle. La théorie veut qu'au fil des siècles, les gens aient apporté tellement de saleté sur leurs chaussures et que les balayeurs de rue aient si mal fait leur travail, que le niveau du sol s'est naturellement élevé de 3 et parfois même de 5 mètres. Pensez à l'absurdité de la chose.
5 mètres, c'est la hauteur d'une maison d'1 étage et demi. Si l'on en croit la version officielle, nos ancêtres vivaient volontairement dans une porcherie à l'échelle planétaire, où pendant des siècles, on n'enlevait pas les ordures et les déchets, mais on les compactait simplement en construisant de nouvelles routes par-dessus les anciennes. Mais cette théorie s'effondre au moindre contact avec la logique et les faits. Qui, saint d'esprit, concevrait un bâtiment avec des fenêtres de taille normale, magnifiquement décorées, et des entrées majestueuses au rez-de-chaussée, en sachant que 100 ans plus tard, elles seraient sous terre? Qui réaliserait là une maçonnerie coûteuse, des arches et des éléments décoratifs que personne ne verrait jamais? Lorsque les archéologues ou les ouvriers du bâtiment, lors de travaux, mettent au jour les fondations de ces édifices, ils découvrent que ces prétendus sous-sols sont en fait des rez-de-chaussée à part entière. Ils ont des fenêtres, des portes, souvent même des traces de balcons, tout ce qu'un rez-de-chaussée devrait avoir. La réponse est évidente, et elle est à la fois simple et terrifiante. Ces étages n'ont pas été construits sous terre, ils s'y sont retrouvés à la suite d'une catastrophe. Les chercheurs appellent ce phénomène le déluge de boue, un cataclysme mondial qui, dans un passé pas si lointain, a enseveli les villes de la planète entière sous une couche de plusieurs mètres d'argile, de sable et de terre. Un événement s'est produit, peut-être la chute d'une comète ou une série d'éruptions massives, qui a projeté des milliards de tonnes de roches dans l'atmosphère pour ensuite les faire retomber à la surface, enterrant des villes entières. C'est précisément cette hypothèse qui apporte une réponse complète et la seule logique à l'énigme des toilettes manquantes avec laquelle notre enquête a commencé. Imaginez un bâtiment de haute technologie où toutes les infrastructures vitales, systèmes d'eau, d'égouts, de chauffage, de ventilation et nœuds énergétiques, sont situés comme il se doit aux étages inférieurs, techniques. Et puis, en un instant, ces étages se retrouvent enfouis sous une épaisse couche d'argile compactée. Les survivants, ou les colons nouvellement arrivés, occupent les étages supérieurs intacts. Ils n'ont ni l'équipement, ni les ressources pour déterrer la ville sur plusieurs mètres de profondeur. Ils se contentent d'aplanir la nouvelle surface du sol au niveau de ce qui était autrefois le 2e ou le 3e étage, transforment les fenêtres en portes et commencent une nouvelle vie. Mais toute la technologie est restée en bas, inaccessible. Les tuyaux sont cassés ou désespérément bouchés par la terre. Que leur reste-t-il à faire? Exactement, utiliser des pots de chambre et verser les déchets par les fenêtres directement sur cette couche culturelle, qui en réalité n'est pas la preuve d'un manque de propreté, mais une gigantesque pierre tombale sur une civilisation disparue. Ainsi, une catastrophe planétaire explique parfaitement le fossé technologique et les bizarreries domestiques. Elle explique pourquoi des génies qui construisaient des fontaines n'utilisaient pas de canalisation, parce que ceux qui les utilisaient n'étaient pas ceux qui les construisaient. Mais en résolvant une énigme, cette découverte en engendre une autre, encore plus effrayante. Si des villes du monde entier ont été ensevelies sous une couche de terre, qu'est-il advenu de leurs milliards d'habitants, de ces mêmes Gullivers qui les ont construites? Où ont-ils disparu? Et la question principale, s'ils ont disparu, d'où venons-nous? La réponse à cette question se trouve peut-être dans un langage qu'il est impossible de falsifier, le langage des mathématiques, des statistiques et des preuves documentaires. Si nous examinons n'importe quel graphique de la croissance de la population mondiale, nous constatons une anomalie étrange et inexplicable. Pendant des millénaires, la courbe de la population humaine est une ligne presque plate, qui fluctue à peine. Puis, soudain, vers le milieu du 19e siècle, on observe une croissance verticale, presque surnaturelle. La science officielle explique cette explosion démographique par les progrès de la médecine et la révolution industrielle. Mais cette version ne résiste pas à l'examen lorsqu'on la confronte à d'autres faits de l'époque. Il suffit de se tourner vers les toutes premières photographies, les daguerréotypes des années 1840 et 1850. Paris, Saint-Pétersbourg, Moscou, Rome, Londres. Qu'est-ce que ces clichés ont en commun? Un vide total et assourdissant. Des villes majestueuses, entièrement construites, avec des rues pavées, des quais et une architecture complexe, sont absolument vides.
On nous dit que cela est dû aux limites techniques des premiers appareils photo, aux fameux temps de pause longs qui auraient empêché les objets en mouvement d'être capturés sur la plaque. Mais c'est un mensonge grotesque, destiné à ceux qui ignorent tout de la physique. Si le temps de pause était si long que les gens disparaissaient du cadre, pourquoi les ombres des bâtiments et des arbres sont-elles nettes et précises? Pourquoi l'eau des rivières est-elle figée et non transformée en un flou brumeux? Pourquoi les drapeaux sur les bâtiments sont-ils immobiles et non flous à cause du vent? Et surtout, où sont les calèches garées, les chevaux, les étals de marché qui restent au même endroit pendant des heures? Il n'y en a pas. Les villes se dressent comme de gigantesques décors impeccables en attente de leurs acteurs. Et nous en arrivons au fait le plus choquant, que les historiens tentent de dissimuler sous le terme d'urbanisation. Au XIXe siècle, des millions d'orphelins apparaissent soudainement dans le monde entier, comme sortis de nulle part. Ce n'est pas une exagération. En Russie, on construit d'immenses hospices pour enfants trouvés, conçus pour des dizaines de milliers de pensionnaires. À Londres et à Paris, les orphelinats sont surpeuplés. Aux États-Unis, on lance tout un programme connu sous le nom de train d'orphelins, qui pendant des décennies transporte des centaines de milliers d'enfants de la côte Est vers le Far West, où ils sont donnés à des fermiers comme main-d'œuvre gratuite. D'où venaient ces légions d'enfants sans parents? Où étaient leurs pères et leurs mères? Ont-ils tous été victimes simultanément d'une épidémie sélective qui aurait épargné leur progéniture? La logique et le bon sens refusent d'accepter une telle explication. Il existe une théorie terrible, mais d'une cohérence effrayante, qui relie tous ces faits. Les villes ensevelies, les rues vides sur les premières photographies, l'explosion démographique et les millions d'orphelins. Nous sommes une civilisation d'orphelins. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été artificiellement installés dans des villes vidées après une catastrophe et un nettoyage. Peut-être avons-nous été élevés dans des sortes d'incubateurs, ces mêmes hospices. On nous a donné de nouveaux noms de familles simples, comme Ivanov, Petrov, Smith ou Johnson. On nous a inventé une histoire simple, linéaire et compréhensible. Et on nous a envoyé peupler les ruines d'une grande civilisation, qui nous ont été présentées comme nos propres réalisations. C'est précisément pourquoi, pour la grande majorité des gens sur la planète, la mémoire ancestrale s'interrompt quelque part au milieu ou à la fin du XIXe siècle. Posez-vous la question. Qui parmi vous peut nommer son arrière-arrière-arrière-grand-père et dire précisément où il a vécu et où se trouve sa dernière demeure? Pour 90% des gens, au-delà de cette limite, c'est le brouillard. L'arbre généalogique semble avoir été coupé à la racine. Un tel redémarrage global de l'humanité explique tout. Les villes vides qui commençaient à peine à être peuplées, l'explosion démographique qui n'était pas une croissance mais le processus de cette colonisation et l'apparition soudaine de millions d'enfants sans passé. Nous sommes arrivés sur une terre toute prête mais dévastée. Mais si une opération d'une telle ampleur pour remplacer une civilisation a vraiment eu lieu, alors ces organisateurs, les nouveaux maîtres du monde, ont dû déployer des efforts colossaux pour cacher ou détruire toutes les traces de la civilisation précédente bien plus avancée. Comment ont-ils caché les preuves? La destruction de l'héritage de la civilisation précédente s'est déroulée de manière méthodique, en utilisant les deux outils les plus efficaces, le feu et la tromperie. Le feu est devenu la gomme la plus puissante entre les mains des falsificateurs de l'histoire. Avec une régularité effrayante, une vague de ce qu'on appelle les grands incendies a déferlé sur le monde au XIXe siècle. L'incendie de Moscou en 1812, les grands incendies de Chicago, de Boston, de San Francisco, la liste est longue. L'histoire officielle met tout sur le compte du hasard. Des constructions en bois, une bougie tombée, une vache renversant une lampe à pétrole. Mais ces explications semblent enfantines quand on regarde les photos des conséquences. Des villes construites en pierre, en briques et en granit ont été réduites en cendres, comme si elles avaient été arrosées de napalm depuis le ciel. La pierre ne brûle pas, mais sur les clichés de l'époque, on voit des blocs de granit et des colonnes de marbre qui se sont effrités en sable. Cela suggère une exposition à des températures inaccessibles lors d'un incendie ordinaire. C'était en nettoyage ciblé. On ne détruisait pas seulement des maisons, on détruisait des preuves. Et surtout, avec une minutie et une fatalité particulières, ces incendies consumaient les archives, les bibliothèques, les mairies et les bureaux des brevets.
Les flammes dévoraient les registres de recensement, les vieilles cartes, les plans et la documentation technique. Toute cette mémoire qui aurait pu raconter la vérité sur la chronologie réelle et le niveau technologique du passé. Ce processus s'est poursuivi pendant des siècles, de la bibliothèque d'Alexandrie à la bibliothèque de Lignon à Moscou. Chaque fois que trop d'artefacts gênants s'accumulaient en un seul lieu, un incendie accidentel se produisait. On ne nous a laissé que des manuels soigneusement filtrés et réécrits qui nous racontaient comment des paysans illettrés avec des burins et des marteaux primitifs créaient des chefs-d'œuvre que nous ne pouvons pas reproduire avec précision aujourd'hui, même avec des lasers et la modélisation informatique. La seconde méthode, encore plus cynique, pour dissimuler la vérité, fut le spectacle grandiose des expositions universelles du 19e et du début du 20e siècle. Paris, Chicago, Saint-Louis, Bruxelles. La version officielle veut que pour ces événements, on ait érigé en seulement 1 ou 2 ans des pavillons d'exposition gigantesques de style classique ou néoclassique à partir de matériaux temporaires. On nous dit que des villes entières avec des dômes, des colonnades, des canaux artificiels, des compositions sculpturales complexes et un éclairage électrique complet ont été construites en staff, un mélange de plâtre, de paille et de crin de cheval. Et après l'exposition, qui durait quelques mois, toute cette splendeur était impitoyablement démolie et démantelée. Seul quelqu'un qui n'a jamais vu de photos de ces constructions temporaires pourrait y croire. C'étaient des édifices monumentaux, surpassant le Capitole ou la basilique Saint-Pierre en termes de qualité architecturale, de complexité et d'échelle. L'idée que de tels objets puissent être créés en plâtre en 1 an, puis simplement détruits, est une insulte au bon sens et aux lois de la physique. La terrible vérité est que ces villes n'ont pas été construites pour les expositions. Elles ont été exhumées. C'étaient des quartiers miraculeusement préservés, pas complètement enfouis sous la couche culturelle de cette même ancienne civilisation des dieux. Ils ont été restaurés, remis en état, raccordés à l'électricité, qui faisait peut-être partie de leur infrastructure d'origine, et montrés à un public stupéfait. Mais cela n'était pas présenté comme un héritage du passé, mais comme une incroyable réussite de l'ère industrielle moderne, une fantaisie architecturale. On montrait aux gens des trottoirs roulants fonctionnels, la transmission d'énergie sans fil et des systèmes acoustiques complexes, mais tout cela était servi comme une attraction temporaire. Et puis, après la fermeture, ces complexes étaient impitoyablement dynamités et rasés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop parfaits. Ils révélaient un niveau de technologie qu'il était impossible d'expliquer par la machine à vapeur et le travail manuel. Ils étaient un reproche vivant à la nouvelle réalité primitive. Les élites qui ont pris le pouvoir après le cataclysme devaient effacer jusqu'au souvenir d'un âge d'or, le transformant en un spectacle de foire, puis le détruisant physiquement. Ils craignaient que les gens, en voyant cela, ne commencent à poser des questions embarrassantes. Si nous pouvons construire ça en plâtre en 1 an, pourquoi vivons-nous dans des boîtes de briques sales et exiguës ? C'est pourquoi les palais ont été dynamités, leurs décombres jetés dans les cours d'eau pour former de nouveaux quais, et l'histoire a été définitivement réécrite. Ce fut la dernière étape du nettoyage, la destruction des preuves matérielles les plus évidentes, les plus belles et les plus parfaites de l'existence de la civilisation des dieux. On a effacé notre mémoire, détruit les preuves matérielles et écrit une nouvelle histoire, pratique pour nous contrôler. On nous a fait croire que nous avancions lentement et péniblement sur le chemin du progrès, de la torche à la LED. Et maintenant, sachant tout cela, sachant l'existence des villes ensevelies, des rues vides, des millions d'orphelins, des grands incendies et des villes jetables, comment devrions-nous regarder le monde qui nous entoure ? Notre enquête, qui a commencé par une question simple et presque anecdotique sur l'absence de toilettes dans les somptueux palais, nous a conduit à travers une chaîne de découvertes effrayantes dont chaque maillon a fait voler en éclats notre vision familière du monde. Cette seule incohérence, cette seule absurdité technologique s'est avérée être le fil qui, une fois tiré, a défait toute la trame de l'histoire officielle. Nous avons commencé par le contraste entre l'ingénierie hydraulique de génie des fontaines et la saleté domestique de leurs habitants, pour conclure que les constructeurs et les résidents des palais ne pouvaient pas être les mêmes personnes. Ensuite, en analysant l'échelle inhumaine de l'architecture elle-même, les portes gigantesques, les marches mal commodes, l'impossibilité de chauffer,
nous avons réalisé que ces bâtiments n'avaient pas été construits pour nous. Nous ne sommes que des colons, des Lilliputiens au pays de Gulliver, qui ont adapté des maisons étrangères à leurs propres besoins. La recherche d'une réponse à la question de savoir où sont passés les vrais propriétaires nous a conduit aux preuves d'une catastrophe mondiale. Les rez-de-chaussée de villes du monde entier ensevelis sous des mètres de terre. Cela a expliqué l'absence d'accès aux infrastructures et technologies d'origine. Mais la catastrophe a engendré une nouvelle énigme. Si la population précédente a péri, d'où venons-nous ? La réponse s'est avérée encore plus choquante. Les villes vides sur les premières photographies, l'explosion démographique anormale et les millions d'orphelins du 19e siècle se sont assemblés pour former l'image d'un redémarrage de l'humanité. Nous sommes les descendants d'une génération élevée et installée artificiellement, une civilisation aux racines coupées et à la mémoire effacée. Et enfin, nous avons vu comment les dernières preuves ont été méthodiquement et impitoyablement détruites. Les grands incendies qui ont réduit les archives en cendres et le spectacle grandiose des expositions universelles où les villes exhumées des anciens ont d'abord été présentées comme des merveilles de la modernité avant d'être rasées de la surface de la Terre. Toute cette chaîne mène à une seule et même conclusion globale. L'histoire que nous connaissons est une falsification. Nous vivons dans un monde construit sur les ruines d'une civilisation bien plus avancée. Mais on nous a fait croire que ces ruines sont le summum de nos propres réalisations. On nous présente notre parcours comme un progrès continu, mais en réalité, il s'agit d'une régression soigneusement contrôlée. On nous a donné des gadgets complexes et fascinants pour détourner notre attention, mais en échange, on nous a retiré les technologies de l'énergie libre, de la longévité et de l'harmonie avec la nature que nos prédécesseurs possédaient probablement. On nous a fièrement installé le tout à l'égout, mais on nous a privés de l'architecture éternelle et parfaite, capable de traverser les millénaires. On nous a convaincus que nous sommes le couronnement de la création, sortis lentement des cavernes, alors que nous ne sommes peut-être que les descendants retournés à l'état sauvage de Dieu qui ont oublié leurs origines. Nous sommes une génération amnésique. Nous errons au milieu de structures mégalithiques gigantesques, de quais en granit et de forts en étoiles, sans comprendre leur véritable fonction. Nous les admirons comme des œuvres d'art, alors qu'il pourrait s'agir d'éléments d'un système énergétique ou de navigation mondiale. Nous utilisons un microscope pour planter des clous, et nous appelons cela le progrès. Nous vivons sur le cimetière d'une grande civilisation, mais on nous a dit que c'était un jardin que nous avions nous-mêmes cultivé. Et le plus effrayant, c'est que le processus de substitution et d'effacement de la mémoire n'est pas terminé. Il se poursuit en ce moment même, sous nos yeux. Mais les pierres crient encore la vérité. Les millions de tonnes de granit et les maçonneries polygonales parfaitement ajustées dans le monde entier ne peuvent être falsifiées ou attribuées au travail d'esclaves avec des burins en cuivre. Ils sont les témoins silencieux que nous ne sommes pas les premiers ici. Et peut-être que notre tâche la plus importante n'est pas de construire un monde nouveau, mais de nous souvenir et d'essayer de comprendre l'ancien. De nous souvenir de qui nous étions avant qu'on nous oblige à oublier.